Et bonjour à tous, bienvenue pour cette édition spéciale de la PERM. Encore une édition spéciale face à l'actualité des municipales. Nous nous sommes dit à Port d'Honneur qu'il était important de faire cette émission pour faire un point sur ces élections et notamment pour discuter de la place qu'ont occupé les indigènes, les habitants des banlieues dans celle-ci. Alors ce sera un format un peu plus court que d'habitude. On va discuter une petite heure de ce sujet avec nos deux invités. Et justement, pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Sori Dembélé, qui était candidat indépendant sur la liste Ma Voix, Ma Ville, et qui a cartonné à Villers-le-Bel avec plus de 40%. C'est bien ça? Absolument. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et Merci de m'accueillir dans cette émission. merci à vous d'avoir accepté. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir Mehdi Mefta, militant antiraciste et décolonial et membre du Parti des indigènes de la République. Bonsoir Mehdi. Oui, bonsoir Wissam, bonsoir Souris. Et Bonsoir, monsieur. malheureusement, Majid Messaoudan était prévenu, mais il a eu un contretemps de dernière minute. Donc, on va faire l'émission tous les trois. Alors, avant de commencer notre discussion, j'invite nos auditeurs à partager l'émission, à liker la vidéo, à s'abonner sur la page de Parole d'honneur pour ne rater aucune émission. Et enfin, si vous le souhaitez, comme toujours, vous pouvez nous faire un don via le lien qui s'affiche à l'écran. Et enfin, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions et remarques dans la section commentaires de ce live. Je tâcherai de les faire remonter durant l'émission et les invités se feront un plaisir d'y répondre. Alors, pour commencer d'une façon un peu générale, je voulais savoir quel est votre regard global sur ces élections municipales qui ont été un peu spéciales parce que ça a été en deux temps, avant le confinement et après le confinement. Donc, quel est votre regard? On va commencer par vous, Sorine Dembélé. Donc, déjà, quel est votre regard d'un point de vue personnel? Est-ce que pour vous, ça a été un succès, une victoire, ces élections et ce résultat, malgré le fait que vous n'ayez pas été élu maire? C'est quand même une surprise, non? Eh bien, écoutez, comme je l'ai dit, bonsoir aux auditeurs, auditrices. Pour nous, c'est un engagement, c'est une surprise pour beaucoup. C'est une présence locale, c'est un engagement avec les habitants de Villers-le-Bel et notamment les jeunes des quartiers, pour être précis. Finalement, c'est juste la reconnaissance du travail. Donc, pour effectivement ceux qui sont à l'extérieur, ça peut paraître une surprise, mais non, c'est juste le fruit de notre travail. Voilà. Hmm. Et ces résultats, alors, ouais, vous êtes assez content ou il y a quand même une déception de ne pas avoir réussi à avoir la mairie? Non, je pense que c'est lucide et on est challenger, on est face à un maire sortant, ils sont solidement ancrés. Simplement, ce qu'on recherchait dans notre engagement politique, c'était d'éveiller les consciences des jeunes, participer à la vie locale. Je pense que c'était en procédant ainsi qu'on pouvait faire prendre conscience, je dirais, des enjeux locaux et puis surtout satisfait parce que ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'incident. On a respecté les enjeux locaux et puis le débat politique a pu se passer sereinement et remercier bien évidemment tous les acteurs qui ont participé à cela, c'est-à-dire il y a 5 listes à Villers-le-Bel. Les responsables politiques ont été corrects. Donc il y a eu un débat. S'il n'y a pas eu de débat, mais je veux dire, chacun a pu exprimer son point de vue. Et de cela, on en est très satisfait. On ressort de cette campagne électorale légitimée, euh, respectée, et surtout, les besoins, les problématiques locales seront pris en considération à partir de maintenant. Ce ne sera plus Mhm. comme avant. On va peser dans le débat politique local, et c'est ça qui est important pour, euh, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Et les besoins des quartiers sont différents, donc il faut vraiment les écouter. Mhm. Et donc ça, Et c'est comme, important. ouais, excusez-moi. Comme vous avez dit, vous êtes centré sur les enjeux locaux, mais est-ce que aussi vous avez eu un regard sur les élections municipales en général au niveau national? Est-ce que vous avez un regard sur ça? Que ce soit sur les débats politiques qui a pu y avoir durant les élections et qui a maintenant après les résultats, mais aussi du point de vue technique, notamment, comme je l'ai dit, la longue interlude qu'il y a eu pendant le confinement. D'ailleurs, est-ce que vous en avez pâti de ça? Ben, je dirais que, comment dire, oui, on regarde les enjeux nationaux. L'écologie aujourd'hui est incontournable. Et nous, quand on construit notre programme avant le confinement, c'est-à-dire avant sa sortie, avant la sortie du programme, on prend en considération tous ces besoins.
je dirais que le confinement a conforté la qualité de notre travail parce que le lien de solidarité, la vie associative, prendre soin des anciens, tous ces points, nous les avions évoqués dans notre programme avant le confinement, avant le Covid. Parce que dans nos territoires, qu'est-ce qui s'est passé? On a une population fragile. Il y a de la difficulté sociale. Et le confinement n'a fait qu'accentuer justement cet écart. Un exemple précis. L'éducation, la continuité pédagogique sont des enjeux extrêmement importants dans ces territoires. Le fait d'avoir été confiné pendant 2 mois pour les écoliers, il y a une rupture de scolarité pour certains dans nos territoires. Mais que va-t-il se passer à la rentrée pour beaucoup de ces enfants? Eh bien, politiquement au niveau local, il a manqué justement cette réflexion, cette vision d'accompagner les enfants du primaire sur la continuité pédagogique. Les enseignants ont fait ce qu'il fallait. L'éducation nationale a fait ce qu'elle devait faire. Simplement, les enfants n'étaient pas outillés. Et quand je dis outillés, avoir l'outil numérique. Il y a une fracture numérique dans nos territoires. Parce que pour accompagner les gamins et les jeunes, il faut qu'ils aient accès à l'outil numérique. Ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, il faut que la ville soit en capacité d'avoir le débit nécessaire. Ça fait un deuxième point. Et le troisième point où on voit la difficulté, c'est est-ce que les familles sont capables, pour certaines, d'accompagner leurs gamins lorsqu'il faut être, je dirais, la mère au foyer ou le papa qui travaille, accompagner les enfants sur les devoirs qu'il y a à faire et les envoyer aux enseignants. Ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a toutes ces difficultés qui s'accumulent sur notre territoire. Bon, voilà. Donc, localement et au niveau national, oui, l'écologie a pris une part importante dans la construction de notre programme. La solidarité, la vie associative, l'éducation est importante pour nous, d'accord? Et si je reviens sur un sujet qui est d'actualité, c'est le logement. Oui. On a ici à Villebel des logements sociaux délabrés, insalubres. C'est juste inacceptable. Il faut juste regarder l'état des appartements pour se rendre compte qu'on n'est pas logé à la même enseigne. Vous comprenez? Effectivement. Voilà. Et toi, Mehdi, d'un point de vue anti-racisme et colonial, comment tu analyses ces élections? Alors, le PIR n'a pas présenté de liste, mais quel regard a le PIR sur les résultats qu'il y a eu, déjà sur la campagne qui a été faite et sur les résultats qu'il y a eu? Est-ce que ce serait plutôt une avancée ou un recul pour l'antiracisme en général? Oublie pas de réactiver ton micro. Alors, en fait, mon premier regard sur les résultats des élections municipales est d'abord sur un point bien précis parce qu'il nous touche généralement, parce qu'il touche la question de l'exclusion politique d'une grande partie des classes populaires, notamment ici de l'immigration. Ce fait majeur, c'est jamais vu depuis le début de la Ve République, depuis 1958, c'est le taux d'abstention. Il frôle à peu près les 60%. C'est un fait majeur depuis au moins 36 ans en France que le taux d'abstention devient de plus en plus important et qui traduit quand même une désaffection des classes populaires vis-à-vis de l'ensemble du champ politique traditionnel, d'une manière générale. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Deuxième, parce que c'est d'abord il y a à peu près 7% des personnes qui sont mal inscrites. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de vote. Il faut savoir que les personnes dites non communautaires, qui ne faisaient pas partie de l'Union européenne, n'ont pas le droit de vote pendant les élections municipales. Donc, on a des villes, on a des espaces où des gens travaillent, participent à la création de la richesse, et pourtant, ils sont exclus de décider de leur destin. Et puis, on a dans les quartiers, dans plusieurs endroits, on a des taux records d'abstention. À Roubaix, ça frôle les 78%. Dans d'autres villes, dans d'autres quartiers, c'est la même chose. Donc ça, pour moi, ça c'est le problème majeur qui doit nous interroger. Cette exclusion, cette non-représentation pour l'ensemble du champ politique est un fait qui est structurant dans la phase qui est traduite par une crise écologique, une crise sociale majeure et une crise sanitaire et une dérive de plus en plus autoritaire du gouvernement Macron.
Mmh. Et on a vu qu'il y a beaucoup de listes autonomes qui ont émergé, notamment la vôtre, Sori Dembélé. Donc, mais dis-toi aussi, quel regard tu as sur ces listes autonomes, dont on sait que le Pire avait fait une déclaration comme quoi elle soutenait les listes autonomes et totalement autonomes. Bien sûr, nous, on a soutenu toutes les initiatives autonomes, de la même façon qu'on a soutenu aussi tout le progrès des champs politiques indigènes, que ce soit ceux qui sont insérés dans des dispositifs politiques non autonomes, parce que quelque part, ils participent à leur manière à faire avancer nos luttes, plus liste autonome, je pense à celle de Goussainville, qui a été élue. C'est une ville à peu près de plus de 30 000 habitants. Abdelaziz Hamida, il a obtenu la mairie, c'est d'une manière autonome, en dehors du champ politique traditionnel. C'est quelque chose de significatif. Et significatif aussi la liste de Sori Dembélé. Et significatif aussi le score incroyable réalisé par Sami Deba, alors qu'il a ciblé une campagne raciste le concernant. C'est-à-dire toutes ces listes-là, ils ont dit traverser des écueils, que ce soit du champ politique ou que ce soit aussi l'armada médiatique qui n'a pas cessé de les dénigrer comme étant communautaristes, comme étant non représentants de l'universel français. C'est-à-dire il faut quand même se rendre compte que ces scores réalisés, ils sont réalisés dans un contexte de stigmatisation et de racisme. Et c'est pour cette raison qu'on est très heureux, en fait, de constater que malgré ces obstacles-là, le champ politique indigène progresse de scrutin en scrutin et arrive à casser un peu le mur de l'exclusion politique dans lequel on essaie de les enserrer. Story Dembélé, vous êtes sur une liste autonome, une liste indépendante. J'avais deux questions. La première, c'était pourquoi ce choix? Pourquoi avoir voulu faire ce choix d'être sur une liste autonome quand on sait que beaucoup de gens pensent qu'il est préférable de rejoindre un grand parti politique? Et enfin, est-ce que vous pensez que ce choix de l'indépendance vous a permis de récolter des voix? Alors, ce qu'il faut savoir avec la démarche qui fut la nôtre, c'est que je suis encarté Parti socialiste. D'accord? Hmm. Ce qui nous a amené à rester indépendants, à faire un collectif citoyen, c'est d'abord parce qu'il y a beaucoup de novices, beaucoup de jeunes qui veulent s'engager en politique et qui ne souhaitent pas effectivement être encartés. Donc, il y a d'abord ce critère qui nous a permis effectivement d'avoir notre liberté, mais ça a des avantages et des inconvénients. Parce qu'on n'a pas forcément, je dirais, l'appareil derrière. On n'a pas forcément la logistique. On a juste la réflexion et notre huile de coude, notre réflexion personnelle pour aller dans la démarche. Aujourd'hui, les partis politiques brident, si vous voulez, brident les candidatures, brident la réflexion individuelle. Ne laissent pas la démarche locale s'imposer. Ça, c'est pour répondre à votre première question. Et à votre deuxième question, c'est, si je la retiens bien, si vous pouvez me la redonner. Est-ce que vous pensez que ça vous a permis de récolter des voix, ce fait d'être dans une liste indépendante qui est loin, pour les gens qui ont une image très négative maintenant des partis politiques? Eh bien, parce que les gens sont déçus des engagements qui ont été pris par les partis ou par les politiques d'hier. Je ne peux pas dire les partis, mais par les candidats d'hier. Ils ont été déçus de leur posture, de leur positionnement, et ils n'ont pas eu le retour attendu. Les quartiers sont très significatifs de ce désamour, en fait, si vous voulez. Et pourquoi les quartiers sont très détachés? Parce que souvent, ce sont des personnes qui ne votent pas. Et le politique qui regarde sa carte électorale, qui regarde sa liste d'émargement, a souvent tendance à regarder les quartiers qui votent et va s'occuper des quartiers qui votent. Et ceux qui ne votent pas, justement, on ne s'intéresse pas à eux ou peu à eux. Et notre démarche, en fait, c'était de donner la parole, si vous voulez, à ces quartiers qui méritent toute la considération et tout le respect qu'il leur est dû. Comme le disait Mehdi Mefta, je suis désolé, mais ces gens produisent de la richesse, payent des impôts. Ils méritent qu'on leur donne la parole. C'est vrai que certains n'ont pas le droit de vote, mais dans les quartiers, il y a de la compétence, il y a de la respectabilité. Il faut respecter les citoyens. Alors moi, j'ai accepté effectivement de porter cette candidature parce qu'on est français. Et à ce titre-là, on mérite d'être écouté. On mérite qu'on réponde à nos attentes. On n'est pas isolé du territoire.
C'est la République, on doit respecter tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes du territoire, quand ils se mettent ensemble, c'est une force que aujourd'hui en mouvement et qui doit être, je pense, c'est même pas je pense, elle va être écoutée et surtout elle va être entendue. Parce qu'aujourd'hui, on rentre au conseil municipal, on ressemble à ceux qui habitent dans le territoire, sur le territoire. Est-ce qu'on a gagné des voix? Oui, parce que je pense qu'ils se sont identifiés à nous, pas simplement parce qu'on leur ressemble physiquement, mais parce on comprend leurs problématiques locales et qu'on a des propositions à faire. Et donc, en cela, ils nous font confiance parce qu'ils voient qu'effectivement, c'est une nouvelle génération, des personnes qui veulent changer leur quotidien et qui ne vont pas asseoir, si vous voulez, leur position sociale sur leur misère sociale. C'est des gens qui veulent changer le quotidien des habitants, leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs tantes, leurs amis, mais euh, ils vont le faire de manière sincère. C'est pour ça qu'on a gagné des voix, beaucoup de voix dans ces quartiers. Alors oui, dans les quartiers résidentiels, ah ben, c'était plus difficile, parce qu'ils ne veut pas dire qu'ils ne se reconnaissent pas en nous. Le maire s'occupe bien de leur quartier, le maire les écoute, les reçoit, parce que ce sont souvent des électeurs, à contrario des quartiers, vous comprenez? Voilà. Et justement, pendant la campagne, est-ce que ça a été plus difficile de le porter en tant que liste indépendante? Est-ce qu'il y a eu plus de coups bas? Est-ce que ça a été particulièrement dur pour vous de convaincre les gens par rapport à ça? Non, non, parce que les habitants de Villers-Bel connaissent le candidat. Hmm. J'ai pas eu à, comment vous dire, d'abord, j'ai pas eu de coup bas, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de respectabilité. La campagne s'est bien déroulée. Les médias ont fait 2 articles qui, à mon sens, n'étaient pas forcément nécessaires, mais j'en ai pas tenu rigueur parce que ça ne m'a pas semblé pertinent. Parce que ce qui a été avancé ne me touchait pas directement, donc voire même j'en étais très loin. Et je trouve que cette campagne, elle est pour nous, en fait, pas un début, parce qu'il y a des collègues, il y a des frères, il y a des candidats qui sont passés avant nous. On s'en est inspiré. Et nous, après nous, il va y avoir d'autres candidats, des jeunes générations, qui vont prendre conscience que la politique, c'est aussi pour eux. Ce n'est pas simplement réservé qu'à une élite. Et nous, on crée cette ouverture en termes de vision et du champ des possibles. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas eu de coup bas. Nous sommes une liste de jeunes Français. Nous sommes compétents, nous sommes qualifiés et nous avons des responsabilités, je dirais, professionnelles qui justifient notre capacité à porter le projet. Donc, non, il faut qu'on se positionne de manière légitime et faire face à la responsabilité qu'on veut porter. J'aurais une dernière question avant de donner la parole à Mehdi Mefta. Comme vous l'avez dit, vous êtes aussi en carte TPS. Comment vous arrivez à allier ça, le fait d'être en carte TPS et quand même être dans une liste indépendante? Comment on peut s'assurer de l'indépendance? Mais l'indépendance, elle est intellectuelle. Je me suis nourri, si vous voulez, de cette expérience politique que j'ai acquise avec le Parti socialiste. Et toute la réflexion, toute la structure qui nous a permis de constituer notre mouvement avec des colistiers, des amis qui n'ont pas forcément la culture politique, mais qui ont une envie, une grande capacité intellectuelle de travailler, ben, très simplement, on structure le mouvement, on s'organise, on travaille. Et ce lien est très simple. C'est l'acquis politique qui a permis justement de bâtir un programme, de bâtir une liste, d'avoir une démarche d'abord politique, administrative, parce que vous êtes candidat, il faut malgré tout faire face à l'administration. C'est la préfecture pour tous les documents qu'il faut fournir. Il faut pouvoir le supporter. Et donc, en cela, le fait d'avoir un parcours au sein du Parti socialiste, j'ai dit Parti socialiste, mais ça aurait très bien pu être un autre, mais l'idée, c'est que ça nous a permis de maîtriser notre sujet, de ne pas faire de conneries. Oui, ça donnait une expérience politique. Mehdi Mefta, sur la question de l'autonomie, je veux dire, c'est un grand débat qui a eu lieu durant ces élections, et qui a souvent lieu durant les élections, entre ceux qui optent pour l'autonomie et ceux qui optent pour rejoindre certaines forces politiques pour percer de l'intérieur et pour, disons, changer de l'intérieur. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus?
Alors en fait, moi, j'ai un regard un peu plus large, un peu historique. Je dirais que les candidats issus de l'immigration, ils ont commencé à émerger à partir des années 2000. Et il y a sous le vocable de la diversité. D'ailleurs, je me félicite que pendant ces élections, on ne parle plus de diversité. Parce que c'est pour vous montrer quand même le chemin parcouru par ces candidats issus de l'immigration. Il y a deux faits majeurs qui ont contribué à changer cela. Il y a d'abord la révolte des quartiers. La révolte des quartiers en 2005 a représenté comme un tremplin important pour une mobilisation dans le champ politique et le champ électoral. Et puis, il y a le facteur aussi extérieur, mais qui est en rapport avec le rapport de force mondiale, raciale mondiale, c'est l'élection de Barack Obama. Et d'ailleurs, quand on regarde les statistiques, par exemple, si on prend le département de la Seine-Saint-Denis, quand on prend de 2001 jusqu'à 2012, on fait, on regarde un peu le nombre ou le pourcentage des élus issus de l'immigration. Ils étaient à peu près de l'ordre de 9% en 2001 et ils sont devenus à peu près de l'ordre de 32% en 2014. Donc, c'est pour montrer quand même le chemin parcouru. Et face à cette émergence-là, comment vont faire quand même les partis politiques? Ben, les partis politiques vont activer ce qu'on appelle l'idéologie de la diversité. L'idéologie de la diversité, notamment à travers, entre autres, mais pas seulement, l'UMP de Sarkozy. Donc, il y aura 3 ministres, alors Ramayad, Rachida Dati et Fadela Amara. Chez les partis socialistes, il y a aussi Malik Bouti. En fait, il va y avoir quand même une volonté que pour essayer que cette dynamique des personnes issues de l'immigration de s'investir dans la politique puisse être récupérée à travers cette idéologie de la diversité. Généralement, c'est des femmes, généralement, ils sont laïcs, généralement, ils ont fait une ascension sociale et qu'on veut le représenter comme étant presque des personnes qui ont réussi à se soustraire à leurs conditions sociales et raciales. Mais ce qu'on remarque, c'est que cette diversité, ce label de la diversité, représenté par exemple par l'association Les Mariens de la diversité, il a été battu en brèche à travers une dynamique, à travers une sédimentation des expériences qui a fait que en 2014, il y avait une seule mairie dirigée par un Maghrébin, ça veut dire Astin, Asdin Taïbi, que tu as invité lors d'une émission précédente durant le Covid. Et maintenant, on voit surgir des dynamiques. Comme je l'ai dit, à Coussainville, maintenant, il y a une liste autonome qui a réussi à ravir la municipalité à un personnel politique plutôt aguerri, plutôt ça. Et puis d'autres aussi, je pense à Saint-Ouen, à Karim Bouamran, je pense à Trappes, et je pense aussi, ça il ne faut quand même pas l'oublier, la défaite du Rassemblement national à Mantes-la-Jolie. C'est quand même, c'est à mettre malgré tout à notre actif, c'était la seule commune dirigée par le Rassemblement national. La défaite aussi du Rassemblement national au 7e secteur de Marseille. Donc, en fait, il y a une métamorphose. D'une part, il y a une avancée des listes autonomes qui réalisent des scores incroyables, comme celui de Samy Debat, presque 50%. La différence avec le maire élu et contesté, elle est de l'ordre de 127 voix. Et d'ailleurs, il y a un recours qui a été déposé par la liste de Samy Debat. Il y a aussi Piponi qui a fait toute une campagne contre Samy Debat sur tous les plateaux de télé, contre l'islamisme, contre le communautarisme, et qui a été battu aussi à Sarcelles. Donc, en fait, il y a un progrès, aussi bien chez les listes autonomes que dans les listes qui ne sont pas autonomes, mais qui maintenant sont représentés dans la fonction de maire. Généralement, ils étaient sur des positions inférieures lors des scrutins précédents, antérieurs, mais que maintenant, à travers leur poids social et leur poids politique, ils arrivent quand même à être dans une position dirigeante. C'est-à-dire les deux chemins représentent quand même une force pour la puissance politique indigène.
Mmh. Alors, je voulais savoir sur Dembélé, il y a une attaque qui était souvent adressée aux listes, indépendantes et autonomes dans les quartiers populaires, c'était celle de communautarisme. Est-ce que vous avez été victime de cette attaque ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, du moins, je ne me suis pas inscrit dedans. Effectivement, on peut l'entendre, mais je pense qu'il ne faut pas se victimiser, dans le sens où ma démarche d'engagement, c'est d'abord des citoyens français et des républicains. Je suis la seule liste à Villebel qui n'ait pas été à la rencontre, justement, des ladite communautés. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Entre les deux tours, à une semaine du deuxième tour, les communautés m'ont invité à aller les rencontrer. Ils m'ont posé la question, pourquoi n'êtes-vous pas venu nous voir? Et simplement, pourquoi est-ce que vous voulez que je vienne vous voir? Ils me répondent, mais nous, on a des gens à vous proposer. Toutes les listes sont passées sauf vous. Je dis, c'est vrai, c'est juste, mais je suis un républicain. Vous savez que j'étais candidat. Il y a une liste. Les personnes qui sont venues, qui se sont engagées sur ce mouvement et qui avaient envie de travailler pour la ville, pour ce projet, je travaille avec elles. Et donc, à partir du moment où vous comprenez cela, vous dites qu'il y a un mode de fonctionnement qui est intégré dans la pensée des gens, de nos quartiers, qu'il faut se retrouver dans une commune, il faut être une communauté pour se faire entendre. Ces pratiques-là, ce n'est pas nous qui les avons intégrées. Nous, on les subit. Et pourtant, ce n'est pas nous qui les faisons. Regardez toutes les listes. Regardez toutes les communications qu'il peut y avoir pendant une campagne électorale d'un candidat. Et vous verrez que le communautarisme, ce sont eux qui l'ont installé et qui le nourrissent. Là-dessus, je ne me retrouve pas. Je veux bien travailler pour les habitants de Villebel dans la totalité de notre ville, mais pas simplement de regarder une communauté, de dire oui, bon, ben, je vais te prendre parce que tu es pakistanais et que j'ai besoin de la voix des Pakistanais, je vais te prendre parce que tu es indien et que j'ai besoin d'avoir des Indiens. Non, l'idée, c'est de construire un programme pour tous et que tout le monde s'y retrouve, pas simplement de cibler. Et je pense qu'il ne faut pas que nous, justement, qui sommes issus de la diversité, je travaille avec tout le monde. Hein. La liste, elle est diverse, elle est riche, elle ressemble au quartier. Alors certains disent elle est trop colorée, elle est trop ceci. C'est leur discours. Alors je les laisse avec. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que nous sommes des Français. Il n'y a pas de communauté, c'est la France. Avec sa particularité et ses particularités. Et toi, Mehdi, sur les accusations de communautarisme, qu'est-ce que ça représente selon toi? Non, mais c'est une accusation qui s'est développée. D'abord, le concept de communautarisme, c'est un concept policier qui est émergé en 2004 par les RG, avec un certain nombre de critères, les familles polygames, le fait s'il y a des commerces dits ethniques, et ainsi de suite. Donc, c'est une accusation rituelle. Donc, nous, de toute façon, nous, on est pour une société multiculturelle, multicommunautaire. Nous, on n'a aucun problème le fait qu'on mobilise des communautés parce qu'il y a des communautés opprimées en France. Quand on est musulman, quand on est noir, quand on est africain, quand on est rome, aussi on est aussi discriminé et on subit le racisme parce qu'on est considéré en tant que tel. Et donc, le fait de mobiliser ou de ne pas mobiliser ce registre-là, pour nous, il fait partie de notre démarche politique. Il y en a certains qui ne veulent pas mobiliser d'une manière ostentatoire, d'autres qui veulent le faire d'une manière ostentatoire. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il ait le projet, qu'il ait le programme et qu'il ait la dynamique. Ce qui est important, c'est la dynamique qui sous-tend ces mobilisations. Ce n'est pas le fait qu'elles soient communautaires ou pas communautaires, parce que par exemple, ce que dit Souris Dembélé, il est intéressant à voir quand on habite dans une ville et on voit le rapport clientéliste. Le rapport clientéliste, je donne un exemple, l'UMP, qui est le président, le parti, l'ancêtre des Républicains, dirigé à l'époque par Alain Juppé, par Sarkozy et Chirac, ça veut dire qu'ils avaient quelqu'un qui était chargé d'avoir un rapport clientéliste et communautaire, en l'occurrence Patrick Caram. C'est-à-dire qu'il organisait et qu'il organisait dans le sens où pour avoir des voix, non pas pour servir nos communautés, mais pour les utiliser d'une manière clientéliste afin que ce qui est appelé le champ politique blanc et universel puisse acquérir le pouvoir. Donc, ce rapport clientéliste, moi, je comprends parfaitement la démarche de Souris Dembélé dans le sens où
Pour lui, le clientélisme, il est connecté à une forme d'un rapport communautaire avec des élites, avec des mosquées, avec des espaces, mais qui n'est pas au service de la population, qui subit le racisme, les discriminations, le chômage de masse, les voies de garage dans l'éducation. Donc, en fait, ce sont des expressions différentes. Ce qui est important, c'est les racines de mal. Et il me semble que, quel que soit le discours qu'on va développer, ce qui est important, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est sa signification politique? Alors, comme tu l'as souligné, Mehdi, l'un des grands vainqueurs de ces élections, ça reste l'abstention. Alors, je voulais d'abord savoir pour vous, Sorine Nebele, comment vous interprétez ça? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord beaucoup de déceptions sur une ville comme Villers-le-Bel. Encore, nous, on a su mobiliser un petit peu plus notre électorat, entre guillemets, puisque quand on fait campagne, on sait qu'on a ciblé une population, on a ciblé un électorat. Je pense que je n'ai pas forcément de réponse. C'est une distance vis-à-vis de la politique parce qu'il y a énormément de déceptions. Il y a beaucoup de promesses et peu de promesses tenues. Et je crois qu'aujourd'hui, les personnes qui habitent, par exemple, à Villers-le-Bel ne s'intéressent pas à cela parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt sur leur vie quotidienne, pour faire court. Mais tout notre objectif, c'est de donner justement cette visibilité et cette vision politique, la nécessité de s'engager publiquement. Parce que la chose publique, l'outil public, je pense aujourd'hui que c'est le seul moyen pour les quartiers de se faire entendre. La vie associative, ça a ses limites. C'est-à-dire que vous êtes président d'association, vous gérez une association, très vite, on va vous cantonner à cela. Mais je pense que nous, aujourd'hui, on arrive à un moment où l'ouverture du domaine public est un champ possible. Et l'abstention ne favorise pas l'émergence, si vous voulez, des talents des quartiers. Ils vont peut-être réussir, mais ils partiront. Et il faut rester dans ces territoires, justement, pour que les talents émergent et puissent permettre à des générations de se dire qu'ils ont leur place dans cette République, dans cette France, dans ces territoires. C'est nous qui pouvons changer ces territoires parce qu'on est les plus nombreux. On comprend les soucis de ces quartiers. Et en cela, il faut qu'on s'engage. Et si on ne le fait pas et que tout le monde part, on laisse la situation se dégrader. Et donc là, on a un rôle, une responsabilité morale, politique envers les générations. Lorsque nos parents ont quitté leur pays, leur terre natale pour venir en France, il y a une histoire coloniale. Il y a comment dirais-je, une filiation. Aujourd'hui, nous sommes nés ici, nous devons prendre la place qui est la nôtre. Personne ne nous la donnera. Il faut qu'on aille la chercher. Et ça passe par un engagement public. On a fait assez d'associatifs. Maintenant, il faut avancer à un autre niveau. Et ça commence par un enracinement local. Et donc, pour ça, il faut faire travailler les consciences, il faut éduquer les nôtres à la politique. Et pour ça, il faut s'engager et les faire voter. S'inscrire sur les listes électorales et voter. Chaque vote, je suis sûr que le prochain maire de Villers-le-Bel, enfin celui qui est là actuellement, il va regarder les listes pour voir qui a voté. Et lorsque vous demandez quelque chose, il regarde si vous avez voté. C'est ce qu'ils font en général. Et donc, en cela, c'est ce qui a justifié ma candidature. Et je suis très satisfait du résultat acquis à Villers-le-Bel. Mais c'est le début d'une histoire, c'est le début d'un parcours. Et beaucoup de jeunes, beaucoup de gens de Villers-le-Bel vont s'y retrouver, mais comme dans beaucoup de quartiers, je cite Gare, je cite Goussainville, je cite Bonneuil, je cite Mantes-la-Jolie. Tous ces territoires sont ont besoin de s'éveiller. Grigny, Évreux, enfin voilà, il y en a tellement à citer. Et ça, nous sommes responsables, on doit y aller. L'abstention ne dépend que de nous maintenant. On a des droits, il faut pouvoir les jouer. Mehdi? Alors, en fait, d'abord, il faut quand même s'interroger sur qui ne vote pas, qui s'abstient. Parce que ça, c'est important de voir un peu le schéma ou le substrat social de cette abstention. Généralement, c'est les plus jeunes, les moins diplômés, qui sont plus touchés, beaucoup plus que la moyenne par le chômage. C'est dans les grands ensembles de l'immigration, dans les quartiers les plus ségrégés. Donc, en fait, et tous ces gens-là s'interrogent sur le geste électoral lui-même.
le geste électoral ne permet absolument pas de changer leurs conditions de vie. Donc, il y a, par cette abstention, c'est aussi un acte politique. L'abstention, c'est un acte politique. Deuxième élément, c'est que la ségrégation sociale et la ségrégation ethnique ou raciale, en fait, se matérialise aussi, se produit une ségrégation électorale. Et là, si je me réfère par exemple aux chiffres de l'abstention en 2014, je n'ai pas regardé les chiffres de l'abstention dans les villes ici ou là. Par exemple, Vidieu-le-Bel, c'est ta ville, Sori Dembélé, en 2014, lors des élections municipales, elle était de l'ordre de presque 63%. À Vaux-en-Velin, 63%, à Ivry, 62%, à Stains, 61%, à Clichy-sous-Bois, 60%, à Bobigny, presque 60%. Donc, ça dit quelque chose de notre réalité. Ajoutez à cela, les gens, comme j'ai dit, en fait, les mal inscrits. Ajoutez à cela, les gens qui n'ont pas le droit de vote. Parce qu'une des propositions des pires est déconnecter la citoyenneté de la nationalité. Ce n'est pas normal, en fait, qu'une partie de l'immigration qui est présente notamment massivement en Île-de-France, l'Île-de-France, elle représente, il me semble, 23 ou 24% de la création de la richesse française, combien même elle représente 18% de la population. Et tous ces gens-là, ils se retrouvent exclus par la loi de quelque chose qui leur permet, en fait, de bousculer peut-être l'ordre politique. Donc ça, en fait, cette revendication du droit de vote, elle est importante. Et donc, en fait, il faut s'interroger d'une manière générale. On vit une crise multidimensionnelle, une crise raciale, c'est-à-dire on l'a vu avec le meurtre de Floyd aux États-Unis, la grande révolte antiraciste en France avec des grandes mobilisations, notamment autour des collectifs à Damas, qui viennent dans une série d'un ensemble de mobilisations des populations issues de l'immigration contre les violences policières racistes, contre les discriminations, contre en fait le mauvais traitement que fait l'État et le personnel politique dans son ensemble à cette population-là. Donc il y a une défiance. Et cette défiance, elle est politique. Et tout ne passera pas par juste le geste électoral. Le geste électoral, il représente une dimension de notre puissance politique et sociale. Et notre puissance aussi, ça s'est matérialisé avec les grandes mobilisations après les deux confinements, des grandes mobilisations des sans-papiers, les grandes mobilisations de la jeunesse des quartiers qui est sortie. Ça traduit aussi une mobilisation sur la question du climat, c'est-à-dire la crise écologique qui est aussi mondiale. Donc ça aussi, c'est une interrogation, c'est ce qui explique entre autres aussi la percée des écologies les Verts. Et c'est ce qui explique, et ça c'est une très très bonne chose, l'effondrement des partis de la Macronie. C'est-à-dire, c'est aussi une défaite de la Macronie, son système ultralibéral, son système aussi qui n'arrête pas de faire soi-disant les réformes qui ne font qu'affaiblir les catégories populaires et qui répondent à ça par plus de discrimination, plus de racisme et plus de répression. Sori Dembélé, vous voulez réagir? Vous m'entendez? Réagir pour essayer d'apporter. L'analyse que fait Mehdi est très pertinente. Mais j'aimerais essayer de dire que dans les quartiers et dans les villes qui ont été citées, ce sont aujourd'hui des villes où la majorité des habitants ont des profils indigènes, pour reprendre l'expression. Pourquoi ne votent-ils pas? Ce sont des Français. C'est vrai qu'ils sont jeunes. C'est vrai qu'ils ont des niveaux d'études qui peuvent être voilà, niveau 5, etc., etc. Mais je crois qu'on leur donne l'envie de ne pas aller voter. Le rôle aujourd'hui que nous avons, nous, au-delà du droit de vote des étrangers, c'est qu'aujourd'hui, dans ces territoires, il y a énormément de Français. Et pourtant, il y a le politique d'hier et celui d'aujourd'hui. Il assumait dans la conscience des gens que la chose publique n'était pas pour nous. Quand on vient à Vielle-Belle dans les années 50, on n'était pas les plus nombreux. Quand on arrive dans les années 80, on n'est pas les plus nombreux. Aujourd'hui,
la donne a changé. Et pourtant, la gouvernance de ces territoires, comme le disait Macron dans une interview en 2015, deux mâles blancs font la gouvernance des territoires dans un bureau. À nous de prendre conscience, et c'est pour ça que je dis il faut éduquer les nôtres à participer au devoir civique. Oui, le bulletin de vote ne résout pas tout. Mais plus on sera nombreux à mettre un bulletin dans l'urne, plus la donne politique va changer dans ces territoires. Imaginez aujourd'hui une communauté d'agglomération où on se retrouve avec Samy Débat, maire de Garges, Sori Dembélé, maire de Villers-le-Bel, Goussainville, Bonneuil. Vous changez la donne économique et sociale de ces territoires. Donc, il est impératif pour nous d'expliquer que le vote est important. Parce que c'est par le pouvoir politique qu'on peut changer le pouvoir économique. Je pense, je peux me tromper, mais par le pouvoir politique, on va jouer sur les budgets. Par le pouvoir politique, on va pouvoir recadrer la vie sociale des habitants parce que beaucoup de choses se passent et nous ne faisons que subir. Et donc, le bulletin de vote est pour moi extrêmement important. Ce qui a été décrit est juste un concept, mais après, il y a des actes. À nous de pouvoir travailler cela, de montrer à nos quartiers, à nos habitants de Villers-le-Bel, zone résidentielle, zone cité, etc., que chacun doit pouvoir se mobiliser. Exemple, hein, à Villers-le-Bel, il y a 12 500 électeurs et électrices. Vous prenez les taux de participation, parce que je suis candidat, parce que nous sommes candidats avec le collectif Ma Voix, Ma Ville, vous pouvez rêver un quartier à hauteur de 50%, 48% de participation. Je crois qu'on a un travail de conscience à mener, conscience, éducation, avec un projet, bien sûr. Pas parce que je le ressens, mais parce qu'on a un projet et qu'on le porte pour eux. Et en cela, ils vont pouvoir participer à la vie locale. Et c'est comme ça, je pense, qu'en 2026, il y a des échéances avant, bien sûr. Il y a les législatives, il y a les départementales, il y a les régionales. Mais il va y avoir un travail de longue haleine. Donc, il faut être patient, il faut être persévérant, bien évidemment, et forcément endurant, parce que c'est une course de fond. On vient de loin. On vient de loin. Très peu de gens ont un parcours politique, je le disais précédemment. Hein. Mon équipe est très jeune hein, là-dedans. Et pourtant, il faut qu'on y aille. Parce qu'on a des enfants, on a des petits-enfants qui vont arriver. Donc, on doit s'engager. Donc, le bulletin de vote, pour moi, est important. Donc, il faut s'inscrire et participer. Mehdi, tu veux réagir sur ça? Deux éléments. Une des dimensions de ce que dit Sori Dembélé, il me semble, c'est en fait le personnel politique, que ce soit à l'échelle des municipales, des régionales, départementales et présidentielles législatives, c'est qu'il a intérêt à une désaffiliation des quartiers populaires, des couches populaires de l'immigration, de participer aux élections électorales. Pire que ça, le système électoral français fait tout pour empêcher, presque, pour rendre difficile la tâche de participer aux élections, afin de circonscrire la représentation politique à une minorité de population plutôt âgée, plutôt blanche, plutôt qui a un revenu substantiel, etc. C'est-à-dire là c'est un élément que j'entends parfaitement et je sais que les listes autonomes ou issues de l'immigration, ils ont de fortes affaires parce qu'ils savent que c'est un des enjeux que utilise le champ politique blanc pour participer aussi à exclure les nôtres de participer aux élections. Deuxième élément intéressant qu'il a évoqué et que je pense que c'est quelque chose qu'on va être obligé d'ouvrir pendant les prochaines élections municipales et même avant. C'est le fait que Sori Dembélé, il obtient 40%, Samy Débat, il obtient presque 50%, Abdelaziz Hamida, je ne me rappelle plus, 38% ou 40% à Goussainville, et ainsi de suite. Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt, à un moment donné, à non pas seulement se représenter avec des étiquettes différentes, mais créer une sorte de fédération ou un front des personnes issues de l'immigration afin de peser sur l'échiquier politique d'une manière beaucoup plus substantielle en mutualisant et les expériences, l'argent, les affiches, etc. Ça, c'est un défi, me semble-t-il, c'est un défi pour les prochaines élections
Là, on a vu émerger des listes autonomes d'une manière crédible, avec un programme crédible, avec un travail d'insertion sociale et de représentation des quartiers beaucoup plus important. Mais je pense que le défi qui est devant nous, c'est de créer une sorte de fédération ou un front qui participe, au moins qui partage quelque chose, un socle programmatique commun, des finances un peu communes, un sigle, des choses comme ça, parce que ça participe aussi à créer le rapport de force à l'échelle nationale. Alors, Sori Dembélé qui veut répondre sur ça. Dernière réponse sur ça et après on passe à une autre question parce qu'on est bientôt à la fin de l'émission. Sori Dembélé. Oui, je vous écoute. Oui, Oui, j'ai vu, je croyais que vous vouliez réagir à ce qu'avait dit Mehdi. Non, mais le dernier point qui a été évoqué, effectivement, est juste pertinent. C'est qu'effectivement, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se réunisse. Je sais qu'il y a des pistes de réflexion en la matière avec tous les candidats, enfin, beaucoup de candidats que j'ai rencontrés au cours d'une discussion. Effectivement, cette démarche, c'est de dire qu'il faut s'unir, il faut s'organiser ensemble pour peser effectivement sur les enjeux électoraux de demain. Parce que nous sommes tous un peu éparses et par conséquent, c'est effectivement difficile puisque chacun se sert de son expérience personnelle pour avancer. Alors que si nous sommes unis et qu'on fait un front effectivement républicain pour faire un jeu de mots avec des profils effectivement auxquels nous ne sommes pas nécessairement habitués, et bien effectivement, on va peser pour demain. C'est tous ces enjeux-là qu'il faut qu'on arrive à construire. Alors, il nous faut un peu de temps. La France ne s'est pas construite en 2 décennies. C'est une longue histoire, c'est un vieux pays, c'est un beau pays. Et pour nous qui sommes nouveaux sur ce terrain, ça fait quoi? Je suis né en 71, donc 48 ans. Et je fais de la politique depuis 3 mandats. Donc, il va nous falloir user de tous les réseaux pour y arriver. Mais vous avez raison, monsieur Mefta. On va vous écouter, on va avancer dans ce sens. Alors, on est bientôt à la fin de l'émission. Je vais vous poser 2 petites questions. La première, c'est, là, on a vu il y a eu les résultats des élections municipales et il y a eu un grand débat en ce moment, c'est sur l'islamo-gauchisme. Donc, on a vu Zemmour notamment ou Onfray réagir. Zemmour, notamment, la victoire des Verts serait un signe pour eux de l'avancée de l'islamisme. On a vu que Zemmour a dit que, tel un grand inspecteur, qu'il y avait une coïncidence entre le vert de l'islam et le vert de l'écologie. Donc, la première question, je voulais vous dire, qu'est-ce que ça témoigne pour vous, ces réactions? Est-ce que c'est une inquiétude qui serait une inquiétude de leur part face à une montée de questions antiracistes et décoloniales? Enchanté, bonjour. Ou une paranoïa raciste? Sori Dembélé. C'est une touche d'humour, en fait. C'est une touche d'humour. Il faut prendre ça avec beaucoup de distance. Monsieur Zemmour, je n'écoute pas. Pour moi, il n'est pas audible. C'est juste l'état d'esprit aujourd'hui que les médias français, je ne sais pas si je dois dire médias français, ou les politiques français veulent laisser faire. Mitterrand, en son temps, le Rassemblement national pour le Front national n'avait pas accès au micro. Chirac, en son temps, a combattu le Front national. Aujourd'hui, tout est ouvert. On va me dire qu'on est en démocratie. Imaginez, tant soit un peu, je tiens des propos pareils. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Ici, c'est 2 poids, 2 mesures. Alors, sur ces propos de M. Zemmour, je ne réponds pas. Il faut donner de l'importance aux choses importantes. M. Zemmour, pour moi, n'est pas important. Il veut se rendre intellectuel. Il n'est pas intellectuel. Il veut se donner de l'importance. Je crois qu'il faut le laisser là où il est et il finira par passer comme nous tous, mais de manière infinitésimale parce que vraiment, 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 je ne l'écoute pas. Si vous ne m'en parlez pas, il ne m'intéresse pas. Et pour toi, Mehdi? En fait, ce qui est incroyable, c'est que Zemmour, on vit une crise écologique, une crise climatique, une crise sociale, une crise économique.
Et lui, il essaye de nous vendre un peu l'islamophobie comme l'élément central de la lecture de ce qui se passe en France. Le problème pour moi, c'est pas Zemmour, la vérité. Le problème, c'est le champ médiatique d'une manière générale qui lui donne sa substance. Là, je pense par exemple à un des candidats du Rassemblement national qu'on voit partout dans les médias et qui a aussi s'est ramassé une tôle, il n'a pas été élu. C'est-à-dire toutes ces personnes qui font des commentaires politiques, c'est des gens déconnectés de la réalité sociale, ils sont isolés, ils sont dans une tour d'ivoire et ils sont au service de l'ordre social et l'ordre racial et l'ordre colonial. Et c'est en cela qu'ils sont des ennemis pour nous, non seulement leur discours, mais toutes les structures qui leur permettent d'être payés pour dire ce genre de discours. Alors, pour terminer, et ça servira de conclusion, je voulais savoir quel est l'avenir pour vous pour les listes autonomes, les listes indépendantes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est dans une nouvelle période politique, une nouvelle période historique où ces listes vont se multiplier, notamment avec des mouvements politiques comme les Gilets jaunes qui ont aussi participé à discréditer les partis politiques traditionnels. Donc, voilà, est-ce que vous pensez que les listes indépendantes ont un grand avenir devant elles? On commence par vous, Story Dembélé. Eh bien, écoutez, je pense que l'élite autonome, par exemple le collectif M'avant ma ville, c'est simplement nous qui allons décider de ce que ça va devenir. Vous savez, il faut que le politique comprenne que, enfin, quand je dis le politique, le candidat, les citoyens qui s'engagent comprennent que c'est pas un jeu. Quand vous venez dans le champ politique, c'est du travail. Si demain, tout ce que nous avons abattu pendant 1 an, on s'arrête parce que les élections sont terminées, c'est qu'on n'a pas compris l'attente des habitants de Villers-Bel. Pour ma part, le collectif M'avant ma ville va se structurer, va s'organiser pour occuper un terrain, le domaine public, la vie publique à Villers-Bel, de manière comme on l'a fait. Mais administrativement, on va s'organiser, financièrement, on va s'organiser, de manière à ce qu'on puisse avoir un outil institutionnel qui soit reconnu localement. Et c'est nous qui allons décider de ce qu'on va faire de cet outil. Il y a beaucoup de listes citoyennes par le passé qui ont existé juste le temps des élections municipales. Est-ce que c'est le pouvoir local en place qui le construit de manière à affaiblir l'opposition? Est-ce que c'est une candidature de témoignage? Je m'inscris en rien en cela. Nous avons un vrai programme, un réengagement pour notre ville parce qu'on veut faire changer les choses. Et donc, quand je dis ces 2 éléments, on veut faire changer les choses, on prend un engagement, je me donne les moyens d'y parvenir. Ces moyens-là sont mis en place. Nous allons travailler parce que nous rentrons au conseil municipal pour 6 années. C'est pour porter la voix des habitants de Villers-Bel. C'est pour porter un projet pour Villers-Bel dans une opposition constructive, mais organisée et structurée. Tout est dit là-dedans. Nous avons un devoir de responsabilité parce que nos quartiers doivent participer à la vie et c'est nous qui devons montrer ce chemin. Parce que les partis politiques traditionnels, ils ne le font pas pour nous. Ils ne vont jamais venir nous défendre. Si les quartiers sont en difficulté, il y a certains partis que je ne citerai pas, j'ai peut-être appartenu à un de ces partis, qui viennent le temps des élections, ils sont élus, ils s'en vont. Nous, on est là, on vit avec eux. On comprend leurs problèmes, donc on doit les entendre. Et on doit apporter des solutions. On n'aura pas de solution pour tout le monde, mais ils doivent sentir que nous sommes présents. Donc, voilà la réponse que je peux donner au mouvement que nous avons porté sur Villers-Bel. Et la majorité connaît le travail que nous allons abattu et que nous allons poursuivre. Mehdi? Bon, la réponse, elle est un peu large, donc je vais essayer de la circonscrire autour de 3 points. Alors, le premier point, c'est bien sûr le travail idéologique, il est très, très important. Donc, notre organisation a un rôle à jouer dans cette société qui est en crise, larvée depuis un moment déjà, depuis très, très longtemps. Donc, on vit dans une société qui est en crise multiple. Et donc, nous, on a un travail à porter d'une manière autonome les problématiques des populations issues de l'immigration postcoloniale. Deuxième élément, c'est à soutenir les listes autonomes et aussi les élus en fait qui sont issus de l'immigration, qui essaient de faire un compromis avec notamment avec la gauche
pour que nos revendications soient prises en compte. Ils sont tous les deux le reflet de notre puissance politique et sociale. Troisième élément, c'est qu'il n'y a pas que les élections. Donc ça, c'est important. Il y a les mobilisations, donc les mobilisations des sans-papiers, les mobilisations de la jeunesse contre les violences policières, contre le chômage, contre la hogra et contre toutes ces choses-là. Donc ces trois dimensions, le travail idéologique, le travail d'organisation, que ce soit à travers l'électorat, les élections, ou à travers, en dehors des élections, à travers des mobilisations. Donc ce sont ces trois leviers sur lesquels nous, on essaie d'avancer afin de continuer à construire notre puissance politique autonome et à imposer nos revendications afin qu'elles soient en fait prises en compte. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Merci à vous deux. Alors, avant de vous quitter, je voudrais passer quelques messages. Tout d'abord, pour nos auditeurs, de continuer à partager l'émission, à la liker, de continuer à débattre s'ils le veulent dans la section commentaires de cette vidéo, de s'abonner sur la page de Parole d'honneur et enfin, s'ils le souhaitent, de faire des dons, de nous faire des dons via le lien qui va s'afficher à l'écran. On est un média totalement autonome, nous aussi, indépendant, et on est tous bénévoles, et donc on ne vit que grâce à vos dons. Voilà, je voulais aussi vous remercier, tout d'abord Mehdi Mefta, et vous aussi Sori Dembélé. Je voulais aussi passer le bonjour à la personne qui vous accompagne. Bonjour. Mon papa. Eh ben, bonjour au papa. Merci à vous deux pour votre participation, c'était très intéressant. Et voilà, et on se retrouve là, on fait comme je l'ai dit, on fait une pause pour ces vacances. On se retrouve en septembre pour une nouvelle saison. Mais bien sûr, on se réserve, comme cette émission, on se réserve la possibilité de faire une édition spéciale si l'actualité le demande. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée, pardon, et prenez soin de vous. À bientôt. Merci bien. Au revoir. Merci.